Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on vous parle souvent dans la quotidienne de parentalité. Parole aujourd'hui aux femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, un phénomène en hausse, notamment chez les jeunes. Bettina Zurli lui consacre son nouveau livre à ce phénomène. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est l'intensification du débat sur l'avortement aux États-Unis, notamment à l'occasion des primaires républicaines. Les programmes, ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. C'est mercredi, jour des sorties ciné. Un grand classique de la littérature jeunesse passe à l'écran, Le Royaume de Kensuke. Rendez-vous enfin avec Candy Sanzel et son conseil de famille. Pour celles et ceux qui ont choisi d'avoir des enfants, il faut parfois savoir leur dire non. Mais comment s'y prendre? Elle vous donnera ses conseils. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Réarmement démographique et lutte contre l'infertilité. C'était au soir du 31 décembre. Emmanuel Macron sonnait la charge. Il faut faire plus de bébés. L'année écoulée a en effet vu un déclin net de la natalité. 48 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022. Cette injonction présidentielle n'est pas la seule à peser sur les femmes. Alors peut-on se donner le droit de ne pas devenir mère? C'est la question que pose Bettina Zurli dans son nouveau livre. Titre « Le temps du choix », sous-titre « Être ou ne pas être mère ». Il vient de sortir chez Payot. Bettina Zurli, bonjour. Bonjour. Ce livre est notamment le fruit de 4 années d'interaction sur Instagram avec vos lecteurs et lectrices. On vous retrouve sur le compte « Je ne veux pas d'enfants ». Mais alors je vais spoiler tout de suite parce que c'est dans le livre mais pas au début. On y reviendra d'ailleurs dans le reste de l'émission. Le propos de votre livre et votre propos en général, c'est pas de dire aux femmes de ne pas faire d'enfants. Exactement. Bon. Merci de le préciser. Voilà, c'est dit. Alors on va reprendre au début maintenant parce que l'idée c'est d'analyser pourquoi on leur demande quand même d'en faire et pourquoi elles-mêmes ont complètement intériorisé, pour certaines du moins, cette demande. Le premier poids qui pèse sur les femmes, c'est celui de l'histoire. Et dès l'Antiquité, on les emprisonne à la fois dans un statut inférieur et dans l'obligation de donner naissance. Oui, c'est ça. C'est effectivement toujours intéressant de prendre un petit peu de recul sur des concepts qui nous paraissent anhistoriques. Et effectivement, quand on file un peu l'histoire, mais même bien avant, dès le néolithique et la sédentarisation de l'être humain, il y a effectivement une division sexuelle qui s'est mise en place petit à petit. Et la lecture qu'on a pu en faire, donc de la préhistoire et de cette période de sédentarisation, on y a posé un regard qui est un petit peu sexiste parfois et qui nous a fait croire que ça a toujours été comme ça, alors qu'en fait, pas forcément. On n'a pas toujours eu cet ancrage, cette division de la société. Un tout petit peu sexiste, je vais citer Échille, les Euménides, je ne la prends pas par cœur, je l'ai piqué dans votre bouquin. Ce n'est pas la mère qui engendre ce qu'on appelle son enfant, elle n'est que la nourrice du germe versé en son sein. Celui qui engendre, c'est le père. La mère, comme dépositaire étranger, reçoit d'autrui le germe et s'il plaît au Dieu, elle le conserve. C'est ça. Oui, il y a vraiment eu cette construction de l'infériorisation du féminin, vous l'avez dit, et qui s'est du coup transmis par le fait d'enfermer les femmes dans ce qu'on appelle le privé, alors que les hommes investissaient le politique, donc la vie sociale et publique, et qui du coup, qui a une conséquence encore aujourd'hui dans la division genrée, notamment des couples hétérosexuels en fait. Tout le début du bouquin raconte cette histoire qu'on ne va pas pouvoir détailler. Je voudrais quand même qu'on s'arrête aux Lumières au XVIIIe siècle, à la Révolution. Elles ne sont pas si lumineuses que ça pour les femmes, les Lumières. Non, on aime bien le présenter comme ça. Souvent en décalage avec le Moyen-Âge qui serait très obscur, et en réalité beaucoup d'historiens et d'historiennes sont revenus là-dessus, sur le fait que le Moyen-Âge c'était pas forcément un des pires moments de l'histoire pour les femmes, qui pouvaient avoir des entreprises, qui travaillaient souvent aux côtés de leur mari, et qu'en revanche les Lumières, qui sont une période de redécouverte des textes antiques, sont souvent un rétro-pédalage. C'est sûr que si on relit Échille à ce moment-là, on est mal. C'est ça. Un deuxième point qui a beaucoup d'impact, c'est pas seulement celui de l'histoire, c'est au cours du 19e siècle l'émergence du modèle de ce qu'on appelle la famille nucléaire. Tout à fait. Oui, là c'est pareil, c'est aussi important. Nucléaire comme noyau, pas comme bombe atomique. Nucléaire, comme noyau, tout à fait. Donc qui se recentre autour du couple, là encore hétérosexuel, et d'idéalement 1 ou 2 enfants plutôt. Et donc c'est effectivement bien de le rappeler que c'est pas anhistorique non plus. On n'a pas toujours vécu comme ça. Avant, on vivait plutôt sous un modèle de famille élargi, qu'avec les grands-parents, les oncles, les tantes, et en fait ce qui permettait de mieux répartir la charge de l'éducation. Et aujourd'hui, elle est plutôt rétrécie autour du foyer, et souvent elle incombe majoritairement aux femmes. 20e siècle, beaucoup de choses aussi, mais notamment la théorie de l'attachement qui fait... Alors d'abord redire ce que c'est John Bowlby, si mes souvenirs sont bons. On est au début des années 50 et il dit en gros...
En fait, on découvre... Le nourrisson a besoin de figure d'attachement. C'est ça. On découvre qu'en fait, le nourrisson, par ses pleurs, ses cris, son regard, en fait, cherche une figure d'attachement pour sa survie. Et qu'effectivement, a priori, le contact peau à peau, le contact prolongé avec un adulte référent fait augmenter les chances de survie d'un enfant, ce qui est très bien. Et vous dites volontairement un adulte référent parce que c'est pas forcément la mère. Vous dites qu'il y a beaucoup de malentendus sur les théories de l'attachement. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si on n'était pas dans une... À l'époque où ça a été mis en mots, si on n'avait pas été dans une société où la division sexuelle était aussi présente, eh ben, on aurait pu imaginer un partage tout à fait égalitaire des tâches. Le biberon existe depuis des millénaires, donc pour nourrir un enfant, pas de problème. Donc voilà, en réalité, c'est simplement parce qu'il y a un ancrage patriarcal qui persiste, qui dit que de manière naturelle, les femmes sont plus dotées d'un instinct, d'une capacité naturelle à s'occuper des enfants, plus que les hommes, ce qui est complètement faux. 1972, on est aux États-Unis. Un mot apparaît dans le vocabulaire féministe, child free. Tout à fait. Libre d'enfant. Officiellement, en français, on n'a pas vraiment de traduction, on n'a pas de mots, mais en tout cas, oui, moi, libre d'enfant, je trouve que c'est assez clair. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste un fait. C'est les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Et ça concerne, aujourd'hui en France, environ 13% des femmes. A priori, oui. Et le chiffre est important. Oui. C'était le sondage IFOP de 2022 qui a été fait pour donc qui a souvent été mal interprété. On montrait 30% des femmes qui ne voulaient pas d'enfants, sauf qu'en fait, c'est 30% des femmes qui n'ont pas déjà un enfant qui n'en veulent pas. Donc plutôt 13, et en fait, ce serait peut-être même encore un peu moins, puisque dans ce chiffre, il y avait aussi les personnes qui ont des enfants, mais qui disaient si c'était, quel serait mon nombre idéal d'enfants. Ouais. Donc c'est possiblement des femmes qui en ont, mais qui n'en voulaient pas, en fait. Voilà, 13%, c'est significatif, c'est pas non plus majoritaire, il n'y a pas de mouvement massif des femmes qui disent on veut plus d'enfants. Ben non, parce qu'en fait, si on prend le chiffre de la fécondité, de la fertilité en fin de vie féconde des femmes, depuis les années 1850, il y a toujours entre 12 et 17% de femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Donc on ne peut pas affirmer que c'est des personnes qui n'en voulaient pas, parce qu'il y a l'infertilité, les circonstances, mais en tout cas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mode, a priori, tout va bien. Voilà, rassure le président de la République pour son réarmement démographique. La question pour moi n'est pas de savoir si nous devons arrêter de faire des enfants ou pas, mais bien de faire en sorte que notre société permette à toutes et tous d'accéder au libre choix en soutenant au mieux les personnes qui décident de s'aventurer avec les meilleurs outils possibles dans l'aventure de la procréation. Extrait de Le temps du choix, être ou ne pas être mère, c'est le livre de Bettina Zurli qui vient de sortir chez Payot, et on retrouve Bettina juste après l'anti-sèche, Brandon Noiret. Sujet bien choisi, une fois de plus, cher Brandon. Oui, mais vous allez bien? Mais toujours, je choisis toujours très bien mes sujets. Puisque dans l'Anti-Sèche, on part de l'actu pour raconter comment elle résonne dans les programmes. Et aujourd'hui, cette actualité, c'est à quelques semaines de l'investiture républicaine, il y a quelques mois de la présidentielle américaine, l'avortement, qui est de nouveau un sujet qui devrait jouer un rôle clé dans les débats entre les deux futurs candidats. À l'occasion de revenir sur l'histoire de ce droit aux États-Unis. Aux États-Unis, une histoire tumultueuse, très tumultueuse. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'avortement n'a pas toujours été illégal aux États-Unis, ni même controversé. Dans l'Amérique coloniale et les premiers temps de la République, il n'existe aucune loi sur l'avortement. Au 19e siècle, ça c'est très surprenant, les journaux proposent même des publicités pour l'avortement. La pratique reste très discrète, elle n'est pas considérée comme un crime à l'époque. Et l'interruption volontaire de grossesse est très répandue à l'époque. On estime jusqu'à 35% le nombre de grossesses qui se termine par un avortement. Nouveau cap à partir des années 1880, les femmes s'émancipent et les épouses veulent moins d'enfants. C'est à ce moment-là que l'avortement devient un enjeu moral. Pendant un siècle, une succession de lois le contraignent puis l'interdisent dans presque tous les États des États-Unis. Et donc jusqu'au milieu du XXe siècle, l'avortement existe. On n'en parle pas vraiment, c'est pas un sujet de débat et c'est à partir des années 60-70 qu'il devient un sujet national. Et on va parler dans pas longtemps de Jane Roe, j'imagine. Effectivement. Et en 1967, par exemple, l'avortement constitue un crime dans presque tous les États. Et il existe peu de dispositions mises en place pour la santé des femmes ou les grossesses qui résultent d'un viol. Au début des années 70, de nombreux États commencent à repenser leurs lois et à assouplir leurs restrictions. Le débat prend de l'ampleur dans l'espace public grâce au combat d'une femme et grâce au combat de ses avocats. La femme, c'est Norma McCorvey. Elle a 21 ans. Lorsqu'elle est enceinte pour la troisième fois, elle décide de porter plainte contre l'État du Texas sous le pseudonyme de Jane Roe.
Roe, effectivement, Emmanuel, et ce procès devient un enjeu, puisque l'avortement est interdit, évidemment, au Texas. Ce procès devient un enjeu pour l'élection présidentielle américaine de 1972, qui divise les démocrates et les républicains. Et le 22 janvier 1973, il y a presque 51 ans, jour pour jour, la Cour suprême des États-Unis rend 2 arrêts historiques, Roe versus Wade, mais aussi Doe versus Bolton, qui est moins connu, mais tout aussi important pour la suite de cette législation aux États-Unis. Les arrêts font l'interruption volontaire de grossesse, un droit garanti par la loi dans tous les États du pays. Affaire qui redonne un souffle assez extraordinaire au mouvement féministe, mais paradoxalement, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui scinde l'Amérique en deux. Totalement, avec d'un côté les pro-life, qui sont pour la vie et donc contre cet avortement, et de d'autres, les pro-choice, pour le choix et donc pour l'avortement. À partir du moment où le droit à l'avortement est reconnu par la Cour suprême, le combat se cristallise en profondeur. C'est sur cette base que la droite chrétienne se forme et que les lobbies religieux prennent de l'importance, ils s'organisent. On pense aux protestants évangélistes, mais aussi aux catholiques. Ils forment un contingent assez puissant de lutte contre l'avortement. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ça c'est totalement étonnant dans l'histoire américaine, revirement spectaculaire lorsque, au milieu des années 90, on a Norma McCorvey, qui était devenue l'emblème de cette lutte pour l'avortement. Elle se convertit au catholicisme et elle devient une fervente militante anti-avortement. Voilà, ça se passe dans les années 90. Bienvenue aux États-Unis. Revirement pas très surprenant, cette fois-ci pour la Cour suprême, puisqu'en juin 2022, elle est revenue sur l'arrêt Roe versus Wade en laissant libres les États d'interdire l'IVG. Ils sont au moins 21 aujourd'hui aux États-Unis à restreindre. Pas très surprenant eu égard à la composition de la Cour suprême, oui, dont on rappelle que 6 des 9 juges ont été nommés par le président de la République et notamment les républicains et par Donald Trump. Totalement, effectivement. Et là, la majorité républicaine depuis ces dernières années. Donc pour être précis, l'avortement n'est pas interdit aux États-Unis. Non. Simplement, la Cour suprême autorise les États qui, eux, souhaitent l'interdire. Oui, il y a 21 États qui ont des restrictions très différentes d'un État à l'autre, notamment de l'Ouest à l'Est. Et là, ça sera le sujet éminemment important pour les prochains mois et pour le 47e président des États-Unis. Les débats vont s'intensifier dans les prochaines semaines. Merci Brandon. Vous qui êtes fan de séries télé, si je vous ai bien lu, oui. Il y a une série qui raconte ces combats-là. Servante écarlate. Voilà, alors, il y a la Servante écarlate, absolument. Peut-être vous parliez d'autre chose. Je parlais d'une autre dont j'ai oublié le titre. Je comptais sur vous, sur cette femme passionnariat de la droite chrétienne qui mène le combat. Et voilà, ben, vous savez quoi, je vais la retrouver, ou Marine va la retrouver pendant que je cherche. J'ai pas donné beaucoup d'indices. Allez. Et est-ce que c'est possible de rebondir Bien sûr. Là-dessus aussi, c'est que ce qui est intéressant, ce que vous avez prononcé, c'est la liberté de réinterdire le fait que chaque État républicain puisse le faire, ce qui fait quand même beaucoup écho à la liberté de l'IVG qui va entrer dans la Constitution a priori en France, et du coup le choix des mots entre liberté et droit. Donc c'est vrai que le débat reste ouvert, même si je pense que c'est une avancée que l'IVG rentre dans la Constitution chez nous, ça reste une liberté et ça ne garantit pas l'accès effectif. Donc c'est quand même intéressant de le mentionner. Absolument, il fallait le souligner. Merci Brandon. Bettina, on se retrouve dans quelques secondes. Brandon, dans quelques minutes. Grand oral. Je vous cite un autre extrait du livre de Bettina Zurli qui vient donc de sortir chez Payot. L'objectif de ce livre est de montrer comment l'injonction à la maternité s'est construite au fil des siècles. A-t-on toujours obligé les personnes ayant un utérus à procréer? D'où vient cette obsession de la reproduction? Est-ce véritablement un instinct? Et si oui, pourquoi n'en suis-je alors pas doté comme tout le monde? Pourquoi n'en suis-je pas doté? Vous parlez à la première personne de votre propre nom, désir d'enfant, qui, dites-vous, remonte à la petite enfance, d'aussi loin que vous vous souvenez. C'est ça, mais je pense qu'au même titre que plein de gens parlent de leur désir viscéral d'enfant, moi je parle de mon désir viscéral de non-enfant, du coup. C'est que c'est vraiment inexplicable et c'est de l'ordre du... Mais genre, vous avez 5 ans, c'est ça que vous racontez, ou 4 ans, c'est ça, c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça il y a quelques temps, que je disais qu'on était trop nombreux sur Terre. Bon, je pense plus ça maintenant, mais en tout cas, effectivement, j'ai jamais ressenti de désir d'enfant. Quand est-ce que vous avez commencé à le signifier publiquement? Alors, c'était il y a 4-5 ans, du coup, à l'approche de la trentaine, j'ai 32 ans aujourd'hui, et donc le fait d'entrer dans la norme d'un couple hétérosexuel plutôt établi, je me suis mariée, enfin voilà, il y a toute cette idée, cet idéal en fait limite, j'ai commencé à entendre plus de phrases sur le fait que il fallait du coup peut-être se projeter dans la parentalité, que le mariage c'était
évidemment pour faire un enfant. Oui, et moi, ça. je suis un peu tombée des nues parce que... les clins d'œil du genre... Voilà. t'as la bague. Alors, c'est pour quand? C'est ça. D'accord, je vois. Ce qui pour moi était complètement hallucinant, puisqu'en fait, moi, je vais jamais... Enfin, c'est difficile de parler de l'absence, mais moi, ça a toujours été un impensé, en fait, chez moi. C'est ça. Et c'est comme ça que vous devez... Alors, vous êtes féministe avant, mais c'est en tout cas comme ça que vous commencez à vous définir dans l'espace public comme féministe, parce que vous dites... C'est ça. Tout ça, ça croise l'histoire des femmes. Exactement, et c'est pour ça que c'était important, vous l'avez rappelé dès le début, mais je ne suis pas du tout anti-parent, je me positionne même en tant que féministe alliée à la fois des femmes et des hommes d'ailleurs, mais je veux dire des personnes qui veulent des enfants et qui n'en veulent pas, parce qu'en fait, c'est deux faces d'une même pièce en réalité. Ce qu'il y a comme constante aussi, c'est que le corps des femmes est réputé être fait pour enfanter dans l'histoire. Vous citez ce que les médecins peuvent dire à des femmes et qu'elles vous rapportent à des femmes qui souffrent d'endométriose, par exemple. Oui, tout à fait, que souvent c'est une maladie qui, en tout cas pour celles qui ne veulent pas d'enfants, est moins prise au sérieux parce qu'on leur dit vous inquiétez pas, on a checké et a priori vous êtes quand même fertile, donc vous pourrez avoir des enfants. Et du coup, leurs douleurs sont complètement niées, leur qualité de vie est très entravée par cette maladie qui a des symptômes très variés. Et qui est entièrement vue au prisme de la fertilité. De la fertilité. Pareil, on parlait de l'avortement, de ce qu'entendent certaines femmes qui recourent à l'IVG. Exactement, oui, tout à fait. Il ne suffit pas que ce soit autorisé. C'est ça, déjà, il y a des entraves qui persistent à l'IVG, donc avec des discours de certains médecins qui sont culpabilisants. Il y a la question de la clause de conscience qu'on a en France et qui peut servir à... Qui permet à un médecin, on le rappelle, de dire « moi, je ne souhaite pas pratiquer de l'interruption volontaire de grossesse ». C'est ça, mais qui du coup fait en sorte que y a des territoires peut-être où s'il y a, imaginons qu'il y ait sur un même territoire que des médecins qui sont contre la pratique de l'IVG, en fait, pour moi, c'est une entrave à l'IVG. Et l'entrave à l'IVG est punie en France. Donc, on est sur un sujet qui est quand même assez particulier, là, et qui n'a pas d'issue. Et moi, je pense que la clause de conscience doit être à revoir, en tout cas, dans une certaine manière. Vous parliez de vos 32 ans, on parle aussi des inventions langagières ou des inventions culturelles dans votre livre. Tic-tac, tic-tac, l'horloge biologique aussi. Oui, ça, c'est pareil. C'est vrai que c'est un mot, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, un peu à tort et à travers, et qu'on oublie en fait souvent que l'horloge biologique, c'est simplement relatif à notre horloge interne, donc pour le sommeil, pour la faim, pour la fertilité, effectivement, mais qu'en aucun cas, c'est relié à une envie irrépressible d'enfanter. C'est simplement un moyen de témoigner qu'il y a effectivement les règles et la ménopause et un temps de vie fertile, mais que ça n'a rien à voir avec le désir d'enfant. Et dans les autres inventions, l'instinct maternel, une fumisterie, dites-vous. Oui. Elle se marre, je ne fais que vous citer. Oui, j'ai fait un bon mot. Je suis fière. Je fais un bon mot, une fumisterie. Non, mais c'est vrai que c'est malheureusement le mot d'instinct, c'est vraiment une manière de naturaliser le fait que pour toutes les personnes qui ont un utérus, il y aurait une envie irrépressible d'enfanter. Et en réalité, le fait qu'il y ait certaines personnes comme moi qui ne veulent pas d'enfants, ça suffit normalement à mettre à mal le fait qu'il y aurait un instinct pour tout le monde, en fait, tout simplement. Question de modèle aussi, vous faites un détour par les séries qui avaient été étudiées par la philosophe Sandra Logier, elle en avait fait un bouquin, et même vos séries préférées vous mettent sous pression. Oui, j'ai beaucoup aimé étudier ça, en fait, c'est de regarder avec un angle féministe, ou en tout cas avec mon regard sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants, nos séries préférées, c'est que souvent elles sont très stéréotypées, soit comme étant des outsiders, donc de personnes qui viennent un petit peu briser des mariages, parce que comme elles sont libres d'enfants, du coup souvent c'est pas des femmes de confiance, ou alors ce sont des carriéristes qui sont capables de tout piétiner sur leur passage pour arriver à leur fin, là où ça ne pose pas de problème quand il s'agit d'hommes visiblement, et du coup c'est toujours intéressant de regarder ça, même dans les Disney. J'en ai parlé un petit peu aussi, la figure de la sorcière. C'est-à-dire que dès l'enfance, on oppose la bonne féminité qui est la jeune femme qui veut des enfants et un mari, à la figure de la sorcière qui souvent n'a pas d'enfants, ou un rapport très malsain à la maternité. Ou la marâtre qui ne se comporte pas non plus très bien, voilà. qui elle non plus n'a pas d'enfants, elle prend ceux des autres. Pourquoi les personnes, et en particulier les femmes child-free, dérangent-elles si fort? Probablement car elles font voler en éclats une norme sociétale fortement ancrée, où le désir d'enfant au féminin est le summum de la féminité, et parce qu'elles proposent, malgré elles, une refonte totale d'un système qui se base depuis des millénaires sur le contrat hétérosexuel. Fin de citation. Elle est de nouveau extraite de cet ouvrage, Le temps du choix, être ou ne pas être mère. C'est aux éditions Payot, et on retrouve Bettina Zourli juste après la récré. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour des sorties cinéma. Vous nous emmenez au cinéma. On va voir Le Royaume de Kensuke, film d'animation
Énorme roman, Michael Morpurgo. Totalement, roman de 1999, c'est le phénomène de l'année, le phénomène de ce début d'année au cinéma, film d'animation, un best-seller sorti en 1999, salué par la critique à l'époque, qui avait notamment reçu la Children's Book Award, c'est ce prix récompensé organisé par ces milliers d'enfants, 20 000 enfants à travers le monde, qui récompense un roman chaque année, donc un roman d'aventure qui s'inspire de l'histoire de Robinson Crusoe. Et dans ce film, on nous raconte l'histoire donc de Michael, d'où le nom de l'auteur du roman. Il a 11 ans, il part faire le tour du monde à la voile avec sa famille. Bon, il se retrouve naufragé sur une île totalement perdu, loin de tout. Et là, il découvre un homme qui vit seul. C'est un vieil homme japonais, un ancien soldat. Au début, la cohabitation se passe extrêmement mal. Et peu à peu, il l'accueille, il l'invite dans son royaume. Il s'appelle Kensuke, cet homme. Et ils vont devoir unir leurs forces parce qu'il y a de nouveaux envahisseurs sur cette île. Qui avait construit tout ça? Vous êtes là depuis combien de temps? Kensuke. Michael. C'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Kikambo, sauve-toi! Je comprends pourquoi vous voulez pas qu'on vous trouve. Il faut que vous restiez ici pour les protéger. Votre famille. Bon, alors est-ce que le film est fidèle au roman? Il est totalement fidèle au roman. Il est magnifique, ce film en 2D. On ressent encore plus ce lien intergénérationnel. Vous l'aviez lu, vous? Dans le royaume de Kensuke. Oui, voilà. Et là, on sent vraiment ce lien entre... Alors, je l'ai lu pas quand j'étais enfant, hein, je vous signale. Non, il y a quelques années. Culture G, quoi. entre les deux. Et justement, ce qui est bien aussi, le réalisateur, il met l'accent sur cet aspect écologique très important entre les deux, la relation, ce lien intergénérationnel entre ce jeune homme et ce vieil homme. Il montre aussi, au-delà que des difficultés de communication, le langage, la différence d'âge et la culture, que l'homme s'adapte toujours avec une rencontre inédite, inconnue, pour protéger les autres, la nature et les animaux. Il ne vous reste plus qu'à pousser les portes du cinéma pour pénétrer dans ce royaume de Kensuke. Film en 2D, d'animation absolument magnifique. Si vous avez aimé le livre, vous allez adorer le film. Et si vous n'avez pas lu ce livre, vous allez quand même... Et vous foncez, aurez aimé le film quand même. Depuis ce 7 février, dans les salles, voilà. Merci beaucoup, Brandon. Grand oral, Bettina Zurli. Et j'ai entre-temps retrouvé la référence de cette série dont je vous parlais, qui est Mrs. America, où on a le personnage de Gloria Steinem et le personnage d'une conservatrice américaine, Phyllis Schlafly, qui mène un combat pour réduire l'Equal Rights Amendment, qui vise à inscrire l'égalité des droits entre les sexes dans la Constitution des États-Unis. Elle n'est pas d'accord avec ça. Si vous êtes fan de série, je vous la recommande vivement. C'est avec Rose Byrne, entre autres. Bettina Zurli, invitée du Grand Oral pour Le Temps du choix, être ou ne pas être mère, c'est chez Payot. Il y a un autre sujet qu'on aborde très souvent dans la quotidienne, c'est l'éco-anxiété. Elle est souvent mise en avant par les femmes, jeunes femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et vous doutez un peu de l'explication. Oui, c'est ça. Alors effectivement, c'est toujours difficile de le quantifier. Mais en tout cas, dans les nombreux échanges que j'ai, vous l'aviez rappelé depuis 4 ans, c'est que j'ai remarqué, j'ai eu beaucoup de réponses de femmes qui me disaient, moi maintenant je brandis l'argument écologique pour qu'on puisse taper. Ouais, c'est ça. Voilà, ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement l'écologie c'est devenu quand même central, et la crise climatique, je pense que pour une majorité de gens, on a bien compris que c'était une réalité imminente et même présente. Donc voilà, mais je pense que malheureusement, mettre ça en avant uniquement, cet argument-là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et du coup ça permet aussi et pour le coup un argument audible. Oui, voilà, c'est ça. Ça ferme le clapet de tout le monde. Bah oui, et en plus de ça, pour moi je pense que c'est foncièrement faux, c'est-à-dire que c'est culpabiliser les parents en disant vous faites des enfants, vous n'êtes pas écolo. Et à l'inverse, moi qui ne veux pas d'enfants, c'est pas pour autant que je suis forcément écolo. C'est-à-dire, j'ai un engagement écologique personnellement, mais on peut très bien être child-free et être un grand pollueur. Le problème, c'est pas le nombre d'enfants, le fait de faire des enfants, c'est notre mode de vie occidental qui est énergivore. Ce qui rappelle que vous ne cherchez pas à convaincre les autres de ne pas avoir d'enfants, et c'est un petit peu l'autre sujet du livre, c'est un plaidoyer pour que devenir mère ne pénalise plus les femmes. Et il y a tout un passage long d'ailleurs du bouquin où vous racontez à quel point quand même ça continue à être compliqué.
Oui, c'est ça. Et effectivement, je reviens un petit peu sur la somme de risques multifactoriels que provoque l'entrée en maternité spécifiquement comparée à l'entrée en paternité. Déjà, il y a le ménage à la maison. Exactement, la charge mentale, donc les tâches domestiques qui est encore inégalement répartie, malgré le fait que plein de gens nous disent qu'aujourd'hui tout va mieux. Certes, tout va mieux, mais l'écart est encore flagrant. C'est aussi un appauvrissement potentiel, parce que c'est une perte, selon l'INED, de 40% du salaire la première année de l'arrivée de l'enfant pour les femmes et pas pour les hommes. Et qu'on retrouvera à la retraite d'ailleurs. C'est ça. Comme elles ont moins gagné d'argent pendant leur vie active, elles ont moins de retraite. C'est ça. Qui pourrait s'arranger par des choses très simples comme le congé paternité. Comme vous êtes sur le monde du travail d'ailleurs, vous soulignez que ça envoie des messages contradictoires. C'est-à-dire que la femme qui a un enfant va devoir s'en occuper. L'homme qui a des enfants, il est responsable. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même un traitement qui est toujours très différent en fonction du genre du parent. Et là, je pense que oui, il y a des choses qu'on peut mettre en place, comme là, je reparle du congé paternité, mais en tout cas, vous pensez quoi d'ailleurs des annonces qui ont été faites sur le congé qui n'est plus de paternité, mais qui est parental? Tout à fait. Ça va dans le bon sens? Je pense que pour l'instant, on manque encore d'éléments effectifs sur ce que ça peut provoquer. Moi, là où je vois un énorme problème, c'est le manque d'obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que le congé paternité qui existe à 28 jours est obligatoire, 30% des pères ne le prennent pas, alors qu'il est obligatoire. Et là, on voudrait revenir à un congé parental qui ne serait pas obligatoire. Donc, je ne suis pas sûre que ça règle le problème. Puisqu'on parle des pères et des hommes, une dernière question avant d'accueillir Candice Sanzel pour son conseil de famille. Vous échangez énormément avec des femmes, notamment grâce à ce compte Instagram. Les hommes, ils vous lisent un peu? Un peu, oui. Ils sont 8-9% sur le compte. Ah, quand même Quand même. Bon, c'est pas beaucoup. J'ai pas écrit... Mon compte s'appelle pas « Je ne veux pas être mère », c'est pas d'enfants. Pas d'enfants. Et ils se sentent moins concernés, j'ai l'impression. Quand même 10%. Mais c'est déjà ça. On avait accueilli un Instagrammeur homme qui nous parle de la paternité et qui lui disait qu'il avait aussi une majorité de femmes. Oui. Vous restez avec nous, on va parler parentalité justement. Pour toutes les copains, les copines, les cousins, les cousines qui ont des enfants, vous allez voir, c'est plein de bons conseils pour tout le monde, même quand on n'a pas d'enfants. Brandon, merci beaucoup. Candice Sanzel, conseil de famille. Conseil de famille, notre rendez-vous avec Candice Sanzel. Candice, bonjour. Bonjour. Les enfants sont souvent influençables. Comment leur apprendre à dire non à un jeu auquel ils n'ont pas envie de jouer ou à dire non à une bêtise qu'ils ne veulent pas faire, surtout quand ils sont justement très influençables ou qu'ils manquent d'assertivité? Ok, donc ton frère te dit de faire n'importe quoi et toi évidemment tu le fais. Donc ça veut dire que si ton frère te dit d'aller te jeter par la fenêtre, tu vas le faire aussi, c'est ça? Qui n'a pas ce souvenir-là, franchement? Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple pour les enfants de ne pas se laisser influencer à faire une blague ou une bêtise, et pourtant on peut tout à fait leur apprendre à dire non, à exprimer leurs besoins, à donner leur opinion sans se montrer pour autant ni agressif ou irrespectueux. Alors c'est vrai que pour certains c'est plus compliqué que pour d'autres, mais la bonne nouvelle c'est que l'affirmation de soi, eh bien ce n'est pas systématiquement une caractéristique innée, ce qui veut dire que tous les enfants peuvent apprendre à s'affirmer. Alors, l'une des choses finalement que redoute un enfant quand il dit non, c'est de perdre ses amis. À nous de leur expliquer qu'en fait les amis, c'est un peu comme des ascenseurs. Il y en a certains qui nous montent vers le haut et d'autres qui nous tirent vers le bas, et que finalement, les amis qui nous tirent vers le bas, en nous demandant finalement de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est pas des vrais amis. Candice, quelle est la bonne réponse à donner par exemple pour des enfants de primaire? Parce que j'imagine que ça change selon l'âge. Évidemment, alors elle doit être claire et concise. Un non merci, je ne veux pas le faire, ou non merci, ça ne m'intéresse pas, peut fonctionner. Et il peut aussi expliquer à son ami pourquoi en fait il ne veut pas le faire, surtout s'il est insistant. Donc par exemple, il peut lui expliquer ce qu'il a à perdre. Donc un je n'ai pas le droit ou je vais être puni peut tout à fait fonctionner, même si ça ne marche pas à tous les coups. Alors expliquez-lui bien, surtout qu'en disant non, ce n'est pas son ami qui le rejette, mais bien l'activité ou le comportement nuisible qu'il est en train de lui proposer, et ça change tout. Donc si votre enfant reste cependant réticent à l'idée de dire non, ou si ça ne décourage pas son ami, il peut aussi toujours proposer en fait une activité qui est autorisée, qui lui plaît, ou en parler à son enseignant, surtout s'il se sent en danger. Ça c'est pour les plus petits. Pour les ados, ça devient compliqué, et ça devient compliqué et stratégique quand entre en jeu la proximité de l'alcool, du tabac, de la drogue. Il y avait quand j'étais jeune des campagnes non à la drogue. Dites non à la drogue. Alors, la meilleure façon en fait de préparer nos enfants justement à faire face à ces situations, eh bien c'est de s'entraîner avec eux à des jeux de rôle. Donc par exemple, le moment venu, il saura exactement quoi dire et il pourra dire non et se sortir de cette situation sans perdre forcément ses amis. Donc apprenez-lui à finalement poser des questions de façon systématique. Donc ça veut dire pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille, est-ce que tes parents sont au courant que je suis là ce soir, il y aura qui? Et en général, si son ami ne répond pas clairement à la question,
c'est le signe que probablement il faut peut-être dire non à cette proposition. De la même manière, s'il a un ressenti négatif, un inconfort ou même un doute, eh bien il a le droit tout à fait de prendre son temps et d'analyser ce ressenti. Donc on écoute Jiminy Cricket. Exactement. On prend le temps de se décider. Exactement. C'est important en fait que les enfants comprennent que leurs idées, leurs questionnements en fait sont valides, qu'ils ont le droit de s'exprimer et d'être entendus. D'ailleurs, la meilleure façon pour qu'un enfant ait ce genre de réflexe, c'est quand nous, dès leur plus jeune âge, on les implique finalement dans les prises de décision dès qu'ils sont petits et que nous leur apprenons que leur opinion compte. Et on a plein de manières de le faire, même dire à un enfant tu préfères manger une pomme ou une poire ce soir, c'est déjà lui donner le choix de s'affirmer. Avec du Nutella. S'il te plaît, maman. Voilà, donc c'est vraiment lui apprendre à choisir. Et lorsque nous leur demandons en fait de nous aider, par exemple, à trouver une solution, on leur apprend que leurs idées elles comptent. En fait, dès qu'on prend l'habitude de leur demander ce qu'ils pensent, eh bien, ils prennent l'habitude eux aussi de s'affirmer. Quelques astuces encore pour les rendre encore plus affirmés. Alors, vous connaissez peut-être le fameux fake it until you make it. C'est un aphorisme anglais qui peut se traduire par fais semblant jusqu'à ce que tu y parviennes. En gros, on va un peu noyer le poisson pour prendre un peu des forces. Donc, exercez votre enfant à se tenir droit, épaules relevées, tête haute, à soutenir le regard, à marcher avec assurance, à sourire. C'est vrai, quand elle dit ça, moi, d'un coup, je me redresse. Oui. En fait, plus il va avoir cette attitude et plus ça va influer en fait sur ses pensées. Et pareil, au niveau de ce qu'il dit, apprenez-lui à faire des phrases affirmatives en utilisant plutôt le je plutôt que le tu qui peut paraître finalement plus accusateur. Et vous allez voir qu'à force de persévérance, eh bien, il deviendra de plus en plus sûr de lui quand il se retrouvera justement dans une situation où il faudra s'affirmer, dire non et surtout s'y tenir. Alors la prochaine fois, on parlera du non, mais cette fois-ci plutôt dans la notion de consentement sexuel parce que là aussi, évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre à nos enfants. Semaine prochaine? Oui, super. Avec plaisir. Merci beaucoup Candice, Bettina. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle le titre du bouquin, Le temps du choix, être ou ne pas être mère. C'est aux éditions Payot. On vous retrouve aussi sur Instagram. C'est Je veux pas d'enfant, le nom du compte. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Maquillage Laure Aunemont, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec Héloïse Merlin au son. Vous restez sur School TV. Vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.